Alors, les deux définitions que nous avons vues tout à l'heure sont des définitions dites intrinsèques, en ce sens qu'elles ne dépendent d'aucun système de coordonnées particulier. Elles sont conceptuelles, elles fondent le concept de divergence d'un vecteur, en l'occurrence de divergence du champ électrique. Dans la pratique, on a souvent besoin de manipuler les vecteurs via des systèmes de coordonnées, donc il est utile, et même indispensable, d'exprimer la divergence, en fait, dans les systèmes classiques, cartésiens, cylindriques et sphériques. On va se limiter à l'expression de la divergence en coordonnées cartésiennes, parce que le calcul est déjà subtil, mais largement à la portée d'un étudiant de deuxième ou troisième année. Et en TD, mais c'est plutôt à la limite un exercice de maths, on pourra toujours regarder ou essayer de faire tout seul le calcul de l'expression dans les systèmes cylindriques et sphériques. Bien, alors, ici l'idée du calcul, c'est de considérer un volume élémentaire, et comme on est en coordonnées cartésiennes, il est assez intuitif de travailler avec un volume qui est un volume parallépipède rectangle. Donc c'est une boîte, type boîte d'allumettes. Alors, en rouge ici, dans le système des coordonnées x, y, z, classique, cette boîte, on met son coin inférieur gauche à l'abscisse x, y et z, donc x, y et z, et puis on lui donne une extension spatiale, dx sur l'axe des abscisses, dy sur l'axe des ordonnées, et bien sûr dz sur l'axe vertical, des côtes, des élévations. Donc les coins, ou les sommets du parallépipède rectangle sont tous parfaitement connus. Ici, x, y, z, x plus dx, y, z. Par exemple, celui-ci, il a son abscisse à x plus dx, y, puisqu'il est dans le plan des coordonnées y, mais z plus dz. Et on va calculer le flux élémentaire à travers cette petite surface élémentaire, puisque respectivement dx, dy et dz tendent vers 0, et en divisant par le volume qui est enfermé par cette petite surface élémentaire, on obtient la divergence au point où on a placé, c'est-à-dire au point x, y, z, où on a placé ce fameux volume élémentaire. Alors, puisque c'est un flux à travers une surface qui est parallépipède rectangle, on a affaire à 6 faces, et ces 6 faces, il faut bien les interpréter, parce qu'on peut les apparier 2 à 2. Vous avez les 2 faces horizontales, ici, là, celle-ci et celle-là. Vous avez les 2 faces qui sont parallèles au plan du tableau, celle qui est ici en avant du plan du tableau et celle-ci qui est à l'arrière du plan du tableau, qui sont des faces verticales. Et vous avez le couple, les 2 faces qui sont aussi verticales, mais qui sont perpendiculaires aux faces qui sont dans le plan du tableau, ici à droite et celle-ci à gauche. Donc on va en fait travailler par couple de faces, parce que vous allez voir que ça facilite pas mal le calcul. Je vais juste représenter les vecteurs de surface, en fait, pour un couple de faces, et puis ça se généralisera assez facilement pour les autres. Donc ici, pour les faces qui sont horizontales, donc je mets le vecteur normal à cette face horizontale. On sait bien que c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan de la face, c'est-à-dire vertical dirigé selon z. Et je vais l'appeler ds1. On sait aussi, par convention des intégrales de flux, que le vecteur est dirigé depuis l'intérieur du volume, depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et puis pour la face inférieure, c'est vertical, mais cette fois-ci dirigé vers le bas, parce que vers l'extérieur du volume, c'est cette fois-ci, le volume intérieur est ici, dirigé vers l'extérieur, ça va être un ds2 qui est vertical, mais dirigé vers le bas. Et on va maintenant s'amuser, si on peut dire, à calculer les flux élémentaires par chacune des faces, en traitant des couples, le flux total étant la somme algébrique de ces 6 flux élémentaires à travers chacune des surfaces. Donc voilà, défi. On peut mettre E, puisque c'est le flux d'un champ E électrique qui aurait ici, là, qui régnerait dans ce volume.
Et on va donc commencer par ces deux faces horizontales. Et on ira un peu plus vite tout à l'heure pour les deux autres couples de faces. Alors ici, un flux, c'est donné par le vecteur, en l'occurrence E, scalaire ds. Le vecteur de surface ici, il est vertical. Ça veut dire que la seule composante du champ électrique qui importe ici, c'est la composante de E, mais sur l'axe Z. Parce que les composantes sur X et Y vont faire un produit scalaire nul avec ce vecteur de surface qui est vertical, en l'occurrence dirigé vers le haut. Ça veut dire que ici, j'ai la composante sur Z du champ électrique, mais à quelle coordonnée est placée cette face? En fait, elle est à Z plus dz, puisque toute la face est à la cote Z plus dz. Donc ici, je peux déjà mettre Z plus dz, et puis ici, les coordonnées x, y comme deux premières coordonnées. Mais toute la face est à une altitude qui est constante, qui vaut Z plus dz. Et puis, il faut multiplier par la surface élémentaire, qui vaut dx fois dy. Le signe. Alors, le signe, évidemment, dépend du signe de la projection ou de la composante du champ électrique sur l'axe Z. Donc, comme le vecteur ds1 ici est dirigé vertical vers le haut, on y met un signe positif, et le flux algébrique aura un signe qui va dépendre de la composante de E sur l'axe Z. Et puis maintenant, on couple ce premier flux élémentaire avec celui de la seconde face horizontale. Les choses se passent de façon sensiblement identique. C'est aussi la composante sur l'axe Z qui nous intéresse. Donc je commence par le mettre. Seulement, cette fois-ci, la face est à l'altitude Z et non pas Z plus dz comme tout à l'heure. On a toujours dx fois dy comme R à IRE de la surface élémentaire, mais la différence, c'est que cette fois, le vecteur de surface est dirigé vertical, mais vers le bas. Et par conséquent, il faut ici y affecter un signe négatif dans le système de coordonnées où le vecteur Z, enfin l'axe Z, pardon, est dirigé vers le haut. Donc il faut bien comprendre la logique du petit calcul. Seule la composante sur Z du vecteur E importe, puisque les vecteurs de surface sont sur l'axe Z. Et ici, il y a un signe moins pour bien mettre en évidence que les deux vecteurs de surface sont verticaux, certes, mais l'un est dirigé vers le haut, donc selon Z positif, tandis que l'autre est dirigé vers le bas, donc selon Z négatif. Et ça, c'est lié à la convention selon laquelle, pour le calcul d'un flux à travers une surface fermée, les vecteurs de surface sont toujours orientés depuis le volume intérieur vers l'extérieur par convention. Bien, alors maintenant, en fait, on a juste résolu la question pour cette paire de faces. Donc il faut maintenant poursuivre. On va regarder les deux faces qui sont parallèles au plan du tableau. Celle-ci qui est éventuellement un peu en avant du plan du tableau, celle qui est derrière en arrière. Alors comment ça se passe ici? Donc ici, les vecteurs de surface, je ne les dessine pas, ça complique beaucoup la figure, ça la rend inintelligible, mais si vous réfléchissez bien, vous voyez que les vecteurs de surface, ils sont sur l'axe Y. Ça veut dire que, finalement, seul vous importe la composante selon Y du champ électrique. La face ici, qui est en avant du plan du tableau, elle est à l'ordonnée Y. Elle est placée en Y. Ouais, voilà. Mais le vecteur de surface, il pointe depuis l'intérieur du volume dirigé vers l'extérieur. Ça veut dire qu'il est selon moins Y. Ça veut dire que, concrètement, il faut mettre ici un signe moins.
Et enfin, pour la face verticale, mais qui est dans le plan du tableau à l'arrière, seul vous importe la composante selon Y du champ électrique. Et à quelle ordonnée est placée cette face? Elle est placée à l'ordonnée Y plus DY. D'où ici, Y plus DY. Et j'ai oublié, je vais mettre ici un crochet, de multiplier tout ça par l'air AIRE, puisqu'un flux, c'est bien un champ fois une surface. L'air de ces deux faces, qui commune, équivaut dx fois dz. Alors tout à l'heure, on va réarranger un peu les termes pour qu'on voit une structure qui se dégage de ces calculs et qu'on puisse ensuite conclure par une expression très simple de la divergence en coordonnées cartésiennes. Il faut quand même encore qu'on conclue sur les deux faces verticales qui restent. Donc ici, en l'occurrence, c'est des faces verticales, mais qui sont perpendiculaires au plan du tableau. Donc il y en a une première ici que je vais... En fait, c'est celle-là. Hein. Elle a son vecteur de surface ici qui est dirigé en ds3. En fait, sur l'axe x, c'est cette face-là. Hein, je la hachure pour bien la montrer. Seule vous importe la composante selon x du champ électrique, donc Ex. Et puis vous êtes où par rapport aux coordonnées? Cette face a tous ces points qui sont situés à l'abscisse x plus dx. Tous les points de la face sont à l'abscisse x plus dx. Et le vecteur ds3, selon la convention, il est bien dirigé dans le sens des x positifs, d'où le signe plus ici. En revanche, pour la toute dernière face qui est la hachure ici, là, elle est verticale, perpendiculaire au plan du tableau et parallèle à cette face-là. Le vecteur de surface est dirigé dans le sens des x négatifs, d'où un signe moins ici. Seule importe la composante sur x du champ électrique, et tous les points sur cette face sont situés à l'abscisse x. Je ferme le crochet, il faut encore multiplier par la surface commune de ces deux faces. C'est très simple. Vous avez dy, cette longueur c'est dy, que multiplie celle-ci qui est dz. Vous voyez que le calcul n'est pas trivial, mais comme quelque chose d'assez structuré qui apparaît. On va poursuivre sur le tableau suivant. Alors, il faut me faire confiance que je recopie bien proprement tous les termes de ces équations, puisque vous ne les voyez plus. Et je... On a presque fini. On va abréger un tout petit peu pour des questions de place au tableau. On va simplement traiter une des trois lignes, sachant que les deux autres se déduisent du premier calcul par analogie purement formelle, par simple manipulation des coordonnées x, y, z. Donc si on fait le calcul, si on comprend, par exemple pour cette première ligne, la suite sera assez facile à poursuivre. Alors ici, l'idée, c'est que vous avez l'état de la fonction E indice z, c'est un scalaire, c'est une composante de vecteur, donc c'est un scalaire. Vous avez la fonction E indice z en z plus dz, excusez-moi, plus dz, si vous l'avez remarqué, c'est bien, vous suivez. Donc vous avez l'état de la fonction E indice z en z plus dz, moins la fonction E indice z en z. Ça suggère en fait un accroissement de fonction. Un accroissement de fonction, ça se traite par le développement en série de Taylor, ou la formule de Taylor, qui dit que
f de x plus dx moins f de x, c'est la dérivée de la fonction par rapport à x fois l'accroissement de la variable. À la limite, tu peux écrire cette formule ici, un rappel. F de x plus dx moins f de x. Si on fait l'approximation au premier ordre, ça donne df sur dx multiplié par dx. F' de x, hein, si je montre ça à mes collègues mathématiciens, donc c'est à peu près égal à la dérivée de la fonction par rapport à x que multiplie l'accroissement de la variable. Et c'est bien dans ce cas-là qu'on se situe, ici, pour la composante de e suivant z, qui est une fonction, c'est un scalaire, c'est plus un vecteur, c'est une composante. Donc j'ai la fonction e de z qui passe de la cote z à la cote z plus dz. Je peux réécrire ça moyennant l'approximation au premier ordre, selon laquelle c'est pratiquement la dérivée de la fonction que multiplie l'accroissement de la variable. Ça veut dire que, alors comment je procède pour des questions purement pratiques d'occupation du tableau, je vais remplacer tous les termes qu'il y a entre crochets, moyennant l'utilisation de ce rappel. Ça me permet de gagner un peu de temps d'écriture. Donc ici, il faut dériver E indice Z par rapport à la variable qui croît, c'est-à-dire Z. Donc ici, on obtient D de EZ sur DZ multiplié par l'accroissement de la variable qui est passé de Z à Z plus DZ. Et ça, c'est bien la dérivée de E indice Z par rapport à Z. C'est une dérivée partielle parce qu'a priori, la composante EZ peut varier en fonction de X, de Y et de Z. Donc c'est une dérivée partielle. Du coup, le second crochet, alors avant d'effacer, cette fois-ci, la fonction c'est E indice Y. C'est la composante de Y du champ électrique. Et la variable qui croît, c'est Y qui passe de Y à Y plus DY. J'applique le rappel, l'approximation au premier ordre, et j'obtiens la dérivée de E indice Y par rapport à Y, c'est-à-dire DEY sur DY, multiplié par l'accroissement de la variable DY. Et puis derrière, il y a toujours encore le dx dz qui est la petite surface élémentaire de la face. Il ne faut pas oublier. Tout comme ici, il y avait aussi encore la surface élémentaire du couple de faces dx dy. Et pour finir, on a ici la composante sur x du champ électrique, une fonction, avec une variable qui croît de x à x plus dx. Donc on peut réécrire ça, moyennant une dérivée partielle. Là, c'est un dy. Voilà. Et donc ici, j'ai d de x sur dx multiplié par l'accroissement de la variable dx. Bien, on a presque fini. On va conclure de façon un peu mentale et réécrire la formule finale. C'est le flux élémentaire du champ électrique à travers le petit volume, le petit cube en rouge de tout à l'heure. Si je veux la divergence, localement en ce point, il faut que je divise encore par le volume élémentaire aussi, qui est enfermé par cette surface. Or, c'est un parallélépipède rectangle d'arêtes dx, dy, dz, de volume dx fois dy fois dz. Donc, j'écris, pour finir, peut-être écrire ici, la formule finale, en fait, vous l'avez, si vous avez bien suivi, la divergence de E, je passe ma craie, la divergence de E, c'est ce flux élémentaire que nous sommes en train de calculer divisé par le volume élémentaire qui vaut dx, dy, dz. Or, désolé des manipulations de tableau, vous voyez que dans chaque terme du flux élémentaire, vous avez dx, dy, dz. dx, dy, dz. dx, dy, dz. C'est un facteur qui est commun aux trois termes du flux élémentaire,
Si je divise par ce volume dx, dy, dz, ce facteur commun disparaît, et il reste tout simplement une formule très célèbre et aussi très simple, qui est que la divergence du champ électrique, c'est la somme des dérivées partielles des composantes par rapport aux coordonnées correspondantes j'ai cité divergence de E égale DEX sur DX plus DEY sur DY plus DEZ sur DZ. Voilà le résultat de l'expression de la divergence en coordonnées cartésiennes. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une définition intrinsèque de la divergence? Non, parce qu'elle n'est pas indépendante du système de coordonnées. Elle est relative à un système de coordonnées, en l'occurrence les coordonnées cartésiennes. Par ailleurs, si on la parachute, si on la fait tomber du ciel, on ne voit pas forcément, sauf à être très aguerri en maths, que derrière cette définition-là, il y a en fait une limite d'un flux volumique lorsque le volume tend vers zéro. Ça veut dire qu'en fait, on coupe un peu l'expression de la divergence du concept duquel il découle, qui est le concept de flux à travers une surface fermée. La divergence, c'est un concept qui prolonge le flux à travers une surface fermée et qui dépasse la limite du flux à travers une surface macroscopique qui ne permet pas de savoir comment les charges sont réparties à l'intérieur du volume. Si on parachute directement cette formule, qui est juste, en fait, on fait un peu un raccourci et on risque de couper le nouveau concept des concepts mères duquel il découle. Donc, en fait, on casse un peu la continuité didactique, mais bon, vous trouvez des livres qui définissent la divergence directement via cette formule opérationnelle. Je pense qu'il est bon de connaître les deux définitions intrinsèques, formulation locale et théorème de Green-Ostrogradsky. Et puis, jeter un coup d'œil aussi dans un formulaire pour regarder comment s'écrit la divergence en respectivement coordonnées cylindriques et coordonnées sphériques pour compléter le tableau.